Merci de choisir Télégalaxie pour vous informer à l'heure du journal édition 62. Le parti politique Combi Travail et Paysans pour Liberté Haïti contre Pepla élève la voix pour dénoncer une manœuvre visant à mettre à l'écart le secteur de la paysannerie dans les prochaines compétitions électorales. L'ensemble des exigences faites par l'institution électorale pour agréer le choix d'un potentiel candidat constitue un véritable obstacle à la participation des citoyens de l'arrière-pays aux élections à venir. La coordination nationale de Contre-Pepla appelle le CEP à faciliter la tâche à tout candidat au niveau des structures déconcentrées de l'appareil électoral. Suivons tour à tour Jean-William Gentil et Chavan Djematiste. KEPA a un décret fait avec l'exécutif, c'est pas Parlement, c'est pas peuple là. Donc même il y a pour appliquer la loi. La loi, décret a dit dans l'article 90, mais qui pièce exigé au monde. Aux pièces, ça a à voir avec la nationalité, il y a à voir avec l'identité, il y a à voir avec la résidence, et il y a à voir avec la crédibilité ou bien honnêteté. Mais chaque pièce correspond avec une donnée. Et bien, si vous avez inscrit une pièce qui a un problème, c'est KEPA qui peut déterminer ça avec l'inscription. Ce n'est pas moi-même qui vais moi-même, je fais en tant que candidat, je m'assure que toutes les pièces qui article 90 dans le mandé, moi je dis, si je suis une condition de remplir, je vais la caille. Si par exemple, nous dépenser l'argent de l'État, nous occupons une fonction qui est la cause qui m'oblige de dépenser l'argent de l'État, si je ne vais pas décharger, je vais la caille carrément. Bon, moi, pas gain pour moi faire aucun jugement. Alors, en tout cas, au niveau contre-peuple, nous allons faire jugement. Nous gain pour nous guetter, observer, parce que c'est KEP ça, nous avons bataille pour ces articles 289 Constitution qui est appliqué, sont un ensemble d'institutions, entre parenthèses, crédibles qui voient Mounio sous base et foi ou bien crédibilité qui ont dans Mounio, Mounio bon décret dans mais yo, celle ça rien pour faire, yo rien pour appliquer. Moi même obligé prendre yo au mot obligé m'a suivre, kounya c'est simda ouais ou bien si société à ta ouais que c'est pas décret à appliquer. C'est bagay moun pa ici a fait, et mais les ça société a bien tout droit li pour y réagir. Nous-même nous fait conférence ce matin pour nous dénoncer mécanisme qui fait que yo exigé et candidat paysan une série de pièces, comprendre et pièces ça yo non seulement nous demander pour entrer Port-au-Prince une faire yo et yo exigé tout un paquet l'argent. Nous calculer pipiti en pièces seulement un candidat paysan tu as supposé presque dépenser entre 20 et 25 000 pour le réguler à faire pièce seulement. Contre-peuple là, vient faire tendre un autre discours, indiquer une autre vision. Nous avons présenté le projet paysan comme alternative pour sortir dans la crise. C'est pour ça que contre-peuple là pas accepter de continuer politique exclusion peuple paysan dans la vie politique pays. Jean ça a fait dans le processus électoral là aujourd'hui. Une autre fois encore, contre-peuple là obligé de dénoncer la situation d'exclusion paysan dans la vie politique pays. Malgré ces yo qui portent chaque économie nation presque pour quoi. Depuis plus passé 200 ans, la société n'a pas jamais reconnaître véritable rôle pour tout tant garçon et femme paysan. Yo toujours considéré comme moun en dehors dans la société. Dans le moment, côté capacité résistance paysan yo presque fin faibli. À un moment, paysan choisi chemin élection pour manifester sur cette politique là. Responsable l'État continue à appliquer politique discriminatoire contre 75% de la population qui c'est paysan. Contre-peuple là, dénoncer ça qui semblait une manœuvre pour empêcher les paysans capables de candidats à voter sans difficulté. Les ont exigé tout candidat qui entre Port-au-Prince vienne chercher extrait archive. La police a fait payer pour papier reconnaissance décret loi électorale amendé. Les responsables tribunaux ont demandé l'argent qu'ils voulaient pour certificat. Les DGI ont demandé aux paysans de payer un paquet d'argent comme impôt sur revenu. Ça varie entre 11 et 35 000 gouttes selon volonté agent DGI. Les décrets loi électorale là prévoient seulement 200 votes
par section communale et puis augmenter selon volonté Kepla. Alors que même section communale qui pipiti a besoin 400 de votes. Contrat peuple a campé, a mobilisé pour empêcher paysans yo victimes une autre fois encore. Alors que c'est eux qui portent bien haut flambeau respect dignité nation. C'est eux qui gagnent bien vivant, une philosophie avec un modèle la vie comme réponse pour nous sortir dans le système brigandaille, gaspillage, cap calé misère et désolation sur toute planète là. Alors que le bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest siégeait encore ce vendredi sur plusieurs cas de contestation de candidature, notamment sur celle de l'épouse du chef de l'État, Sophia Saint-Rémy Martelly, des dizaines de sympathisants de Sophia Martelly se sont massés tôt ce matin aux alentours du baie de l'Ouest 1 sur la route de Frères, dans une ambiance de carnaval, dans le but de lancer un appel au Conseil électoral provisoire contre toute éventuelle mise à l'écart de la candidate au sénatorial pour le département de l'Ouest, suivant une idée de l'ambiance au micro de Nancy Lenné et de Bernardo Valsiné. Nous-mêmes, nous là, jeudi là, pour revendication qui claire, pour que nous venions barrer et pour nous venir courir tout des chalbari, des moun qui gagnent bagaille, qui bien précis, nous venons faire là. Et que nous-mêmes nous disons, coup préparé à pas passer, nous-mêmes nous venons chercher résultats et sénateur l'Ouest Nord. Qui sénateur l'Ouest? Jusqu'à présent là, nous-mêmes, nous voulons correr moun, nous connecter faire bien avec nous à travers Fondation Rosé Blanc. Nous avons Madame Michel Joseph Martelly qui candidat au Sénat et que jeudi à là, nous connaissons tractation à faire un paquet de bons leaders et que au lieu pour aller dans la base, pour faire force, jeudi là, nous réalisons que Sénat Radio seulement été à jouer rôle pour Bedla lui-même à jouer, ou bien CEP à jouer. Je dis à c'est eux qui ont joué rôle, moun qui ont dénoncé. Donc pendant ce temps, on n'a pas de preuve, on n'a pas de rien. Nous disons vive l'élection, vive président Martelly, vive Sophia, sénateur l'Ouest. Depuis CEP a fin réalisé, on va jouer rien. Et que nous-mêmes, nous sommes des groupes organisés. Nous sommes des groupes organisés qui croient dans l'institution pays nous. Dans l'institution pays nous, même les gens sont affaiblis. Mais nous connaissons vieux politiciens, vieux politiciens qui là depuis longtemps que pas jamais fait. Je dis là, nous c'est changer la vie, changer le métier. Nous c'est l'école gratis. Nous que dans le moment il y a des jeunes, pas bis seulement, il y a des jeunes qui apprennent à conduire. Poids lourd qui n'a affaire sociale, nous-mêmes nous je dis à la dit, nous pas bouler caoutchouc, nous voulons rouler caoutchouc. Et que nous dit, nous-mêmes nous dit, je dis à la nous pas le voter et sénateur Sophia Martelly dans l'objectif pour être capable de faire bon genre loi dans l'intérêt masse là. Nous mobiliser là pour juste demain. Mais on va pour Martelly faire continuité de travail à faire. Ça veut dire nous va pour Madame Martelly prendre canet dans CEP. Nous sommes de Mesdames Place Pichon. Président connaît tout côté lié, nous toujours avec. Nous venons courir Sophia, mais nous faisons connaître tout. Libère messieurs bis, mesdames yo même, il y a tant de cadeaux par yo dans mes président Martelly. Plusieurs cabinets d'avocats ont organisé ce vendredi une journée porte ouverte à Bois-Vernat dans le but d'aider les élèves en fin de cycle secondaire à mieux comprendre la profession d'avocat et d'inciter dans le même temps d'autres étudiants à se lancer dans ce domaine important pour le développement du pays. Olivier Pierriche, coordonnateur de cette activité, présente la pratique du droit comme un noble métier, même si par les temps qui courent, de mauvaises perceptions ont tendance à ternir l'image du métier d'homme de loi. Fort de ce constat, des cabinets d'avocats ont compris la nécessité de se mettre à l'avant-garde et se proposent d'en faire la promotion. Alors c'est une activité organisée pour sensibiliser les jeunes, le grand public en général, sur l'importance de la profession d'avocat et pour également montrer aux jeunes que les perceptions négatives des avocats, eh bien, ce sont des perceptions qu'il faut rejeter puisque le droit, la pratique du droit, avocature là, c'est un métier qui est noble et dans ce sens ça, c'est plus gros objectif nous, c'est que c'est montrer à jeunes
l'homme a pratiqué droit dans le pays, l'on apprend droit, non seulement au cabinet avocat, mais il y a l'autre possibilité pour capable d'exploiter le monde et étudier droit dans le pays. Nous gagnons au total 4 cabinets avec l'autre institution qui est avec nous comme partenaire. Nous avons un cabinet Laurent d'ailleurs qui a organisé. Nous avons un cabinet Duplan, nous avons un cabinet Pétion, nous avons un juriste expert. Mais à côté du cabinet Sayo, nous avons la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous avons le ministère de la condition féminine. Nous avons l'étude notariale Démosthène Alex. Nous avons la Chambre de conciliation et d'arbitrage et puis nous avons la BNC qui est comme partenaire avec nous dans le programme. Étudiants en droit et élèves des classes terminales se sont manifestés en grand nombre au cours de cette journée porte ouverte autour du métier d'avocat. Maître Georges Alexandre Pétion était ravi de répondre aux questions pour le moins pertinentes des curieux. Il y a tellement de choses à apprendre et il y a tellement de cas qui se produisent généralement dans ce pays et quand on a des connaissances, il faudrait les partager avec à ceux qui ne sont pas assez imbus. Vous voyez? Donc c'est là notre mission, d'enseigner aux jeunes étudiants sur certains cas usuels. Est-ce que vous avez eu des questions clichés? Ah oui. Pourquoi? La question cliché, c'est pourquoi un avocat accepte de défendre des gens qu'ils savent pourtant criminels. J'ai dit que ce n'est pas souvent qu'on est criminel quand on tue. On peut tuer sans être criminel pour autant. Celui qui se défend contre une attaque, contre une agression, n'est pas un criminel. Celui qui défend quelqu'un qu'on va tuer n'est pas un criminel non plus. C'est surtout ça et nous avons rencontré des élèves qui sont assez excellents qui posent des questions pertinentes et qui savent déjà les réponses. Hein? Donc oui, ça va permettre de les canaliser un petit peu, de les aider à faire des choix dans la vie. Parler des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, c'est faire référence aux valeurs et aux principes comme l'humanisme, l'impartialité, l'indépendance, le volontariat, l'universalité. Madame Elisabeth Valentin, représentante adjointe de la Croix-Rouge en Haïti, a expliqué l'importance de ces valeurs pour l'organisme international sans ce recul et ces balises où chaque femme, chaque homme se retrouve sans distinction de nationalité, de race, de religion ni de conditions sociales. Il ne serait pas possible de mener à bien la mission de la Croix-Rouge. Ça pour nous est très important que même sans peut-être avoir parlé avec les personnes, si ça c'est une autorité publique ou un bénéficiaire, chacun a déjà une idée qu'est-ce que c'est la Croix-Rouge. Mais avec le dialogue direct, on peut encore mieux expliquer qui on est et pourquoi, dans quelle mesure on fait notre travail. Dans des pays où les gens ils croient en islam comme religion, ils ont choisi en 1927 qu'ils aimeraient avoir un autre signe pour identifier leur société nationale. Et un autre emblème a été adopté officiellement à travers toutes les sociétés nationales membres dans la Fédération internationale et le croissant rouge est né. Moi, l'emblème avec lequel je travaille a une croix et un croissant. Donc si je travaille dans un pays où il y a un croissant rouge, mon emblème reste le même. L'emblème du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, reste aussi le même et c'est une croix. Mais ça n'a pas une notion religieuse. Mais c'est un signe sur lequel les gens ils peuvent très vite reconnaître « Ah, ça c'est mon Croix-Rouge. Oh, c'est mon croissant rouge. » Le docteur Claude Surena, vice-président de la Croix-Rouge haïtienne, se félicite pour l'apport de l'organisme en Haïti et du travail effectué par la branche locale de la Croix-Rouge en ce sens pour montrer leur solidarité aux autres nations sœurs, principalement le Népal, en grande difficulté après le séisme de forte magnitude qui a frappé ce pays de l'Afrique. Une campagne de levée de fonds est organisée pour venir en aide aux nombreuses victimes. La Croix-Rouge haïtienne demande à tout un chacun d'apporter leur contribution en signe de gratitude à tous ceux qui nous ont aidés après le 12 janvier
2010. Mais c'est à travers ce mouvement de solidarité, ce support que nous recherchons à l'intérieur comme à l'extérieur, à l'intérieur du mouvement qui permet aux différentes sociétés Croix-Rouge de pouvoir remplir leur mission et venir au secours de ceux-là qui sont dans la nécessité. Par exemple, comme j'ai fait référence tout à l'heure au CIF, on a vu l'apport qu'Haïti a pu recevoir des différentes sociétés du monde à travers le monde pour pouvoir adresser des réponses post-séisme, mais ceci n'empêche pas qu'à l'intérieur, même d'Haïti, il y a eu des mouvements de solidarité des Haïtiens eux-mêmes pour supporter leur parole et permettre la réponse. Donc, autrement dit, aujourd'hui, par exemple, que nous fêtons les 50 ans et que nous voulons renforcer les valeurs, les principes qui ont été adoptés il y a 50 ans pour renforcer le mouvement, eh bien, c'est l'occasion pour nous, en Haïti, en tant que corps haïtienne, pour refléter ce que je viens de dire par rapport à cette solidarité, mettre l'accent sur un autre pays qui est le Népal, qui aujourd'hui est en train de subir les mêmes conséquences que Haïti après le séisme. Aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser la communauté locale, la communauté haïtienne, pour qu'elle participe à un mouvement de levée de fonds. Et ces fonds, une fois obtenus, seront orientés vers le Népal pour témoigner de cette solidarité, puisque Haïti a eu à bénéficier, n'est-ce pas, de ce mouvement solidaire. Donc maintenant que le Népal est dans cette situation, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problèmes, que nos problèmes ne continuent pas, même 5 ans après le séisme. Mais c'est une opportunité pour nous de dire merci, mais en même temps de montrer que nous avons compris le sens de ces principes, de ces valeurs, à savoir continuer à être solidaire, continuer à se renforcer du point de vue humanitaire et pouvoir contribuer à un niveau quelconque auprès des autres pays, en faveur des autres communautés qui sont dans la difficulté. Donc c'est comme un retour d'ascenseur, parce que nous ne saurions, nous, en tant que Croix-Rouge haïtienne, rester indifférents à ce qui se passe au Népal. L'Union nationale des normaliens haïtiens constate des avancées considérables dans le cadre de l'application du protocole d'accord signé entre le MENFP et des organisations syndicales enseignantes. Certains engagements pris par le ministre de l'Éducation nationale sont respectés pour le moment, a fait savoir le secrétaire général de l'UNO, Josué Mérilien. Nous avons dans le pays, depuis quelques temps, des enseignants qui travaillent, qui ont 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, qui vont avoir de l'indemnisation et qui vont me toucher. Ou bien des chèques, tout, l'aide qui va me toucher. Ce qui est passé, c'est qu'il y a des parlementaires, démagogues, malhonnêtes, qui font nommer des gens par-ci par-là, et qui font créer l'école par-ci par-là, tout pour faire propagande politique. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci en termes de budget pour mettre des moyens pour l'école se fonctionner et pour payer les professeurs. Ça fait que nous avons plus de professeurs dans l'école publique qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas de chèque ou qui n'ont pas de lettre. 2. Nous avons un pouvoir Caléa qui vient avec plusieurs programmes tête chargée, côté ils ont lancé le programme Silayo sans qu'il va faire provision COB pour gérer le programme Silayo et bien que les enseignants qui impliquent dans le programme Silayo touchés. Donc ça sont des ordres de gouvernement pour mettre faire des outils là. Mais entre-temps, il faut que tout enseignant qui doit arriver, il faut toujours arriver, tous ces qualifiés, ils nommé et il faut que nous gouvernement pour que dans le prochain budget, ils doubler le budget d'éducation pour l'école fonctionner correctement, pour payer aux professeurs, pour les manger, tout a besoin de fonctionner correctement. 2, il faut que lorsque scolaire là, nous faire un recours pour corriger, pour que le prochain Parlement voter, pour que l'État ait un pile de sources pour les pour l'éducation. Il faut qu'il y ait un rapport tous comme qui rentre dans le transfert, dans l'appel téléphonique et tout. Il faut que nous bataillons pour que crise salariale là, adopté et voté pour le public des enseignants. Il faut que nous continuions bataille pour que l'accord respecté pour permettre que nous ayons une amélioration de cette éducation.
Au moins 5 enseignants syndicalistes sont attendus dans les prochains jours au tribunal correctionnel de Port-au-Prince pour répondre aux questions du juge suite aux accusations de corruption et de détournement de fonds dont il accuse le responsable de l'UNO, Josué Mérilien, très remonté contre ces syndicalistes, seront jugés conformément à l'article 313 du Code pénal, a indiqué Josué Mérilien au micro de Jean-Guy Sandra Mimé. Les nègres font un acte avéré de diffamation, côté ils prennent fantôme, ils mettent sur un feuille papier, ils prennent un chèque que l'UNO reçoit subvention qui fait dans non-UNO, ils disent c'est dans nos Josué Mérilien fait pour tromper au public là, pour tenter d'enterrer nous moralement. Et ils disent c'est comme si ces mouvements, ils payent nous pour nous vendre le mouvement au détriment des intérêts enseignants. Son acte de diffamation avéré et que la justice gagne pour le prononcer sous lui. Et nous-mêmes, au niveau de l'UNO, nous pouvons aller jusqu'au bout pour que la justice cabaye, sinon ça, la loi dit. Nous connaissons que les machines de justice, des juges de justice, mais il y a des juges qui sont corrects, qui ont des sens éthique et qui fait travailler comme ça doit. J'espère que doyen voyez de ça, un juge qui est correct de manière pour que la justice cabaye correctement. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Voilà pour les titres de cette édition. On commence bien sûr avec les législatives britanniques. Après sa victoire surprise et éclatante, le Premier ministre David Cameron a été reçu par la reine. Pour la première fois depuis 1992, les conservateurs ont la majorité absolue à la Chambre des communes. Écoutez-le s'exprimer tout à l'heure devant le 10 Downing Street qui reste son domicile pour les 5 années à venir. Je viens de rencontrer Sa Majesté la Reine et je vais désormais former un gouvernement majoritaire et conservateur. Je suis fier d'avoir mené le premier gouvernement de coalition en 17 ans et je veux remercier tous ceux qui ont travaillé si dur pour que ce soit un succès. Et aujourd'hui, Ed Miliband m'a appelé ce matin pour me souhaiter bonne chance avec ce nouveau gouvernement. C'est un geste généreux typique de la part de quelqu'un qui est très clairement investi dans la vie publique pour de bonnes raisons. Et pour remporter ces élections et sous la pression de la frange eurosceptique des conservateurs, le Premier ministre David Cameron avait promis de tenir ce fameux référendum sur la sortie de son pays de l'Union européenne. Il a réaffirmé dans ce discours qu'il allait tenir cette promesse. Alors y a-t-il vraiment un risque que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne? La réponse en images d'Axel May. Janvier 2013, David Cameron propose aux Britanniques un référendum sur la place du Royaume-Uni dans l'Europe. Un référendum qui se tiendrait avant fin 2017 si son parti remporte les élections de 2015. C'est désormais fait, les conservateurs ont gagné les législatives, alors quid du Brexit? Mot qu'on entend à Londres, contraction de British et exit, en clair, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un gouvernement conservateur fort avec David Cameron est probablement le scénario où vous êtes le plus susceptible de voir le oui en faveur de l'Europe l'emporter. Car si David Cameron a promis la tenue d'un référendum, il est lui opposé à titre personnel à une sortie de l'Europe, à condition toutefois de rapatrier certains pouvoirs de Bruxelles au Royaume-Uni. En début d'année, sous la pression des eurosceptiques au sein de son propre parti et face à la popularité croissante du parti de l'indépendance du Royaume-Uni, le UKIP, le Premier ministre britannique envisageait pourtant d'avancer d'1 an la tenue du référendum, soit dès 2016. Sauf que le UKIP a raté ses législatives et que l'opinion britannique a évolué. En 2011 et 2012, au moment de la crise de la zone euro, l'opinion publique était plutôt favorable à une sortie de l'Union européenne. Mais cela a évolué au cours des dernières années et nous allons maintenant voir plus de gens être favorables à rester dans l'Europe plutôt que de la quitter. La tendance serait donc davantage à un oui à l'Europe, selon les instituts de sondage. Ces mêmes instituts qui avaient annoncé que les élections du 8 mai seraient les plus serrées de l'après-guerre, avant d'être désavouées par les urnes. Et cette soirée électorale a donc été très décevante pour le leader des travaillistes, Ed Miliband. Il l'a dit lui-même avant de démissionner de ses fonctions tout à l'heure. C'est la défaite la plus importante pour le Labour depuis 30 ans. On écoute Ed Miliband.
La Grande-Bretagne a besoin d'un parti travailliste qui peut se reconstruire après cette défaite pour que nous puissions avoir à nouveau un gouvernement qui se bat pour les travailleurs. Il est temps qu'un nouveau leader prenne la direction de ce parti. Je soumets ma démission. Le Labour devrait avoir un débat ouvert et honnête pour aller de l'avant, sans contrainte. Et Nigel Farage a lui aussi démissionné de la direction de son parti, l'europhobe UKIP. Il avait en effet annoncé, Nigel Farage, qu'il quitterait ses fonctions s'il ne parvenait pas à se faire élire dans sa circonscription. On a appris ce matin qu'il avait été battu. Son parti, l'europhobe UKIP, devrait se contenter de seulement 2 sièges au Parlement. Écoutez l'annonce de la démission de Nigel Farage. Je l'ai dit pendant cette campagne. Si je ne gagnais pas, alors je démissionnerais de la tête du UKIP. Je sais que vous, les médias, vous êtes habitués à voir des leaders de partis faire des promesses qu'ils ne tiennent pas. Mais moi, je suis un homme de parole. Et dans quelques minutes, je vais écrire au bureau national du parti pour leur dire que je démissionne. Je vais leur recommander Susan Evans pour assurer l'intérim. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.